évoquait l'an dernier cette bifurcation. Alain de Vulpian évoque beaucoup ce sujet, cette notion de bifurcation dans laquelle nous sommes à nouveau. On l'a été au lendemain de 1945. On est à nouveau face à une bifurcation où ces nouvelles technologies, finalement, peuvent nous permettre d'aller vers un sens très ouvert, très participatif, très co-responsable, ou ce côté extrêmement, finalement, jugeant et enfermant. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et c'est là que ça pose la question de la politique, du politique, de son rôle par rapport à un système évaluatif de l'entreprise, qualitatif et plus seulement que quantitatif, par rapport à des systèmes évaluatifs à la Big Brother des Chinois. Entre les deux, comment va se situer le politique et la politique du futur? C'est-à-dire, la politique, c'est de donner aux gens des directives pour construire ensemble le futur, des directives qui se fondent pas seulement sur l'économique, mais aussi sur des valeurs partagées. Donc cette évolution de la politique et du politique par rapport au système numérique et à l'intelligence artificielle est un sujet passionnant sur lequel il faut beaucoup s'attacher en ce moment. On voit la crise du politique. Joël, nous allons accueillir beaucoup de DRH à l'occasion de ce colloque et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quel regard vous avez sur leur rôle et leur capacité à faire évoluer non seulement leur fonction, mais aussi l'entreprise elle-même. Je pense que c'est un rôle absolument fondamental, dans la mesure où de plus en plus l'entreprise doit créer du lien social, du lien humain, du rapprochement des gens les uns avec les autres. Et plutôt que directeur des ressources humaines, qui apparaît un peu comme passif, je préférais un terme plus compliqué qui serait directeur des investissements et de la valorisation du capital humain. C'est-à-dire, directeur des investissements, ça veut dire qu'on investit dans le capital humain pour valoriser l'entreprise, mais permettre aux gens de se valoriser eux-mêmes. Et investissement dans le capital humain, mais aussi valorisation de ce capital humain. Directeur des ressources humaines, c'est simplement de prendre en compte ce qui existe, mais la valorisation, c'est de donner aux gens les moyens de se valoriser par rapport aux missions qui leur sont confiées. Donc la notion de catalyse, la notion de catalyseur du capital humain et de la valorisation de ce capital humain me paraît fondamentale. C'est plus compliqué que directeur des ressources humaines, mais c'est bien ça que je voudrais dire pour le futur. Oui, ça fait un petit peu écho à ce que l'on dit nous, souvent chez les coachs, c'est-à-dire que l'entreprise doit le plus possible, c'est complexe, donc on sait qu'il n'y a pas juste à décider en claquant des doigts, mais l'entreprise doit être le plus possible être un espace de croissance pour l'homme et pas seulement l'homme comme objet de production. Et c'est voilà, dans ce sens pas seulement de croissance financière, économique et de compétitivité par rapport aux autres entreprises, mais un lieu de croissance de l'homme en tant qu'humain, en tant qu'humain capable de s'assumer, est capable de se valoriser grâce aux moyens qu'on lui donne dans l'entreprise, pas seulement pour correspondre aux objectifs de l'entreprise, mais à ses objectifs de vie. Et alors du coup, donc ce ne serait plus des DRH, mais ce serait des... Je ne sais pas comment les appeler en abrégé, des directeurs de la valorisation du capital humain. Voilà, des DV... par exemple, et de l'investissement dans le capital humain. Comment ils pourraient être partenaires de ces directions, des directions de l'entreprise dans cet objectif-là? Quand vous dites le « on », c'est qui? Ces fameux directeurs, dans cette nouvelle fonction. Comment pourraient-ils devenir encore plus partenaires de la direction de l'entreprise? Si vous voulez, en gros, qu'est-ce qu'on voit se modifier dans les entreprises? C'est un triangle. En anglais, c'est le CDO, le Chief Digital Officer, le directeur général de l'entreprise, président-directeur général. On va monter le CFO, qui est le Chief Financial Officer, le directeur des ressources financières, et le CDO, qui est le Chief Digital Officer, le responsable de toute l'intégration numérique. C'est pour ça que je reproche le terme des Français qu'on appelle les directeurs, les DIS, les directeurs, les DSI, oui. Les directeurs des systèmes d'information. Ça me paraît démodé, complètement. Le directeur des systèmes d'information donne l'impression d'une sorte de garde-chasse qui protège un capital acquis contre les hackers et contre les pannes. J'espère qu'ils ne vont pas nous en vouloir. Je vais les valoriser en disant on n'a pas besoin de DSI protecteurs, on a besoin de DIN, les directeurs de l'intégration numérique. C'est pas pareil. Un directeur de l'intégration numérique, il est dynamique dans sa proposition de faire en sorte que le numérique devienne un outil de propension de l'entreprise, de développement, de capacité des gens à l'intérieur de l'entreprise. C'est plus seulement un métier de protection d'un capital, c'est un métier d'investissement dans la dynamique temporelle de l'entreprise. En fait, ça fait tout à fait écho à ce regard que vous avez sur l'homme symbiotique, oui. Où il y a une fusion entre l'homme et le digital. Donc là, il faudrait aussi qu'il y ait une fusion, beaucoup plus d'interaction entre les actuels directeurs des ressources humaines et les actuels DSI
qui pourrait créer une nouvelle dynamique au service de la croissance de l'organisation humaine. Absolument. Mais cette symbiose, si je peux me permettre d'aller un petit peu plus loin, on parle tellement de la smart city, de la ville intelligente, la ville numérique intelligente. Moi, je dis qu'il faut d'abord penser la ville comme un élément symbiotique. La ville est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. Global. Il y a 5 millions d'habitants dans une grande ville, mais c'est un organisme vivant collectif. Nous sommes les cellules d'un organisme vivant. Et donc la ville, comme le récif de corail, est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. Dans le récif de corail, vous avez un petit animal marin, un protozoaire, qui fabrique du corail, mais dans lequel se réfugie une petite algue photosynthétique qui fabrique ses propres éléments, que mange d'ailleurs le protozoaire. Donc les deux sont en symbiose dans le récif de corail. Les trous du corail protègent l'algue des prédateurs et des courants, mais en même temps, le protozoaire qui fabrique le corail se nourrit de ce que fabrique l'algue par la photosynthèse. La ville est le support et la conséquence, comme le récif de corail, de l'organisme vivant qui l'habite. Et on pourrait retrouver ça à une échelle un petit peu plus petite de l'entreprise, d'ailleurs. Mais complètement. Même, Mais complètement. ouais. C'est pour ça que l'entreprise n'est pas seulement un outil de croissance matérielle et de compétitivité, c'est aussi un outil de construction du futur, un outil prospectif de construction collective de l'avenir en permettant aux gens de s'assumer à l'intérieur de l'entreprise. Super. C'est un véritable être vivant, en fait. Du coup, ça va nous faire une très belle transition vers le dernier sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est la dimension spirituelle pour ce 21e siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors la dimension spirituelle, rappelez-vous Malraux, le nouveau monde à venir sera spirituel ou ne sera pas. Bon, il est spirituel parce que de plus en plus l'influence des religions, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Il y a l'intégrisme religieux qui est dangereux. Par contre, l'ouverture à la religion, est-ce que ces millions de jeunes qui vont assister au déplacement du pape quand il va dans une ville, c'est un sentiment religieux, un sentiment médiatique, un sentiment de partage de valeurs? On ne le sait pas encore, mais ils sont là, ils sont des millions. Donc cette vision de la montée de la spiritualité sans une religion punitive, sans une religion contrainte, avec la religion qui était vue par Spinoza ou Einstein, dont je rappelle la vision. Spinoza et Einstein étaient opposés au dogme religieux, au rituel religieux, à la religion punitive, mais considéraient la nature, au sens le plus large du terme, comme Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire une nature qui est ouverte à nous, dans laquelle nous sommes et de laquelle nous participons, et dont nous reconnaissons quelque chose de grand. Par exemple, ce qu'on pourrait appeler le principe unificateur de l'univers, comme Spinoza ou Einstein, ou le grand architecte de l'univers des francs-maçons. Quelque chose qui existe au-delà de nous, qui programme le monde, qui nous programme aussi, mais qu'on ne comprend pas, et que si on veut, on peut appeler Dieu, sans le dogme. Donc c'est cette vision spiritualiste qui est en train de monter dans le monde. Je laisse de côté les intégrismes religieux, que je considère comme dangereux pour la vision religieuse. Mais je sens monter chez beaucoup de scientifiques que je connais, dont moi, ce sentiment de l'importance de la spiritualité ajoutée à la vie quotidienne, à la construction du futur en commun. Cette valeur spirituelle, cette dimension spirituelle me paraît de plus en plus importante. Quelque chose qui nous transcende et en même Voilà. temps qui nous C'est accompagne. Teilhard de Chardin, sa phrase Ouais. « tout ce qui monte converge », m'a toujours conduit dans ma vie. Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge, c'est-à-dire tout ce qui monte vers le sommet qu'il appelait le point oméga, c'est-à-dire la rencontre de tous les esprits dans la noosphère, dans Dieu. Tout ce qui monte converge, nous rapproche les uns des autres quand nous avons des buts communs, des buts partagés. Joël, un grand merci pour cet échange. Je vois déjà tout le plaisir que nous allons avoir de vous écouter à l'occasion du colloque le 23 mars. Et bienvenue donc, parmi les coachs, les dirigeants, les DRH qui seront avec nous ce jour-là. Merci beaucoup de vos questions.